Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de point de marché et de point de vue global et d'analyse fondamentale et technique également du marché financier réalisé par François Ablé du Global Street Trader Academy, GSTA. Je commence d'abord par vous remercier infiniment de tout votre engagement envers cette école qui est très récente et qui se veut donc d'être au service donc des traders particuliers. Donc, c'est avec un grand plaisir que je présente cette émission pour vous. La première émission donc, de l'année 2018, donc en ce qui concerne ce programme que je vais présenter. Nous allons bien sûr procéder par trois types d'émissions durant cette année 2018, où le lundi, je vais donc présenter l'émission dont je suis en train de faire présentement, qui est le Weekly Analysis Markets, qui va présenter donc un point de vue global des marchés. Ensuite, le mercredi, vous aurez une vidéo de live scalping. En fait, donc, je vais filmer mes sessions de trading de live scalping. Je sais que vous aimez ça, donc je vais vous donner donc ce cadeau. Ça sera donc chaque mercredi et chaque lundi. Et également chaque vendredi, vous aurez des émissions que je réalise en fait sur des sujets différents, des sujets de type général concernant la finance ou concernant le trading. Et je donne en fait mon point de vue. Et j'ai déjà réalisé dans le passé des vidéos, notamment sur la comparaison entre le trading et le poker. Donc, c'est ce même type de vidéo que je vais réaliser uniquement que les vendredis. Les lundis, ça va être donc des points de vue de marché de la semaine. Et les mercredis, c'est bien sûr, on va donner le point de vue global du marché parce qu'en général, les lundis, moi, je ne traite pas le lundi, je prépare ma semaine, je prépare les marchés financiers comme vous. Certaines personnes traitent le lundi ou les dimanches même. Moi, je traite plutôt les mardis ou mercredis, voire jeudi. Et les vendredis, je fais donc mon bilan de la semaine, en fait. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne un peu le programme, le diapason, en quelque sorte, des émissions que nous allons réaliser. Alors, sans plus trop tarder, nous allons donc aller donc voir le contenu de cette émission. On va commencer d'abord par l'analyse fondamentale. On va regarder, bien sûr, les chiffres économiques. On va faire un petit survol de l'analyse fondamentale, de ce qu'il y a à retenir pour cette semaine. Et après, on va passer, bien sûr, au graphe, à l'analyse technique, à l'analyse visuelle pour vous donner un peu mon sentiment, mes stratégies et les différents actifs en fait que je vais surveiller. Voilà. Donc, sans plus trop tarder, on passe à l'avertissement lié au risque sur le trading. Donc, comme vous le savez, le trading, c'est une activité qui est très risquée, même si elle présente de forts potentiels de gains, mais votre capital en découle également. Cette émission aussi n'est pas une émission pour solliciter à l'achat ou à la vente d'un quelconque actif, c'est seulement à titre indicatif et informatif. Ne vous permettez pas d'investir sur les marchés financiers avec l'argent que vous n'êtes pas prêt psychologiquement à perdre. Donc ça, c'est très important. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi au niveau des formations de, que le Global Street Trader Academy présente ou bien aussi des questions liées au trading, pas nécessairement au niveau des formations, mais si vous avez des questions d'ordre général, je suis ouvert et je suis à votre disposition. Donc ça, c'était pour l'avertissement lié au trading. Donc, au niveau donc, du Weekly Market Analysis, donc le premier de l'année 2018, avant de poursuivre, je voulais aussi remercier tous ceux qui vont suivre cette émission, tous ceux qui m'écrivent et qui montrent justement leur engouement et leur engagement envers cette école. Je suis très content de servir cette école qui est très récente, qui est née en novembre 2017 déjà. Donc, je suis très content. Et puis aussi, je voulais aussi vous souhaiter une très bonne année parce que on commence l'année tous ensemble. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur et que cette année soit aussi une année qui soit une véritable réussite sur les marchés financiers pour vous. Et aussi, je vous souhaite aussi plein de santé parce que sans la santé, malheureusement, on ne peut rien faire. Donc, c'est ça qui est le plus important. Donc, ça, c'est pour la présentation donc, du Weekly Market Analysis. Donc, au sommet de cette émission, comme j'ai dit tout à l'heure, on va d'abord s'intéresser on va faire un résumé de la semaine au niveau du côté fondamental, qui est très important pour moi. Et puis aussi, je vais vous montrer donc l'analyse graphique que je partage avec vous, dont j'ai réalisé sur les actifs que vous voyez à l'écran.
Donc ça, ce sont les actifs que je vais donc analyser au cours de cette émission, qui sont au Forex, on a le JBP et JPY, l'USD4 qui est ma paire de Forex préférée, et puis l'euro AUD, voilà, que je vais regarder aussi, que je vais vous montrer. Les indices aussi, mon, mon indice favori, c'est le Dow Jones, avec lequel je réalise des vidéos les mercredis concernant les live scalping. Et les matières premières, le cuivre, le pétrole et le gaz naturel. Ensuite, pour terminer, nous allons voir les bons du trésor, les T-notes et 10 ans. Juste à titre de rappel, les T-notes, en fait, les Treasury notes, c'est-à-dire les bons du trésor américain à échéance de 10 ans, sont les bons du trésor les plus liquides. Donc, je les surveille parce qu'ils offrent aussi de superbes opportunités des fois. Et avec, si vous connaissez par exemple l'environnement ou l'actualité macroéconomique ou fondamentale liée à cet actif, vous allez vraiment bénéficier de superbes trades qui sont vraiment assez faciles en général. Au niveau de l'eurobond, c'est donc la dette européenne dont l'Allemagne et la France sont pondérées à 40% environ, donc parce que ce sont les plus gros pays, les poumons économiques de la zone européenne. Donc, c'est un produit qui est très important à suivre. Et ça peut vous donner également des stratégies de long terme si vous avez l'habitude de travailler sur ce genre de marché. Voilà. Donc, on va passer donc à l'actualité fondamentale, comme je dit tout à l'heure. Donc, au niveau des calendriers, donc d'abord, il y a 5 choses à retenir au niveau de l'analyse fondamentale. D'abord, la première chose, c'est que cette semaine, c'est une semaine relativement, ce n'est pas une semaine agitée, mais ce n'est pas une semaine aussi très calme. Ça sera en fait, on va dire, moyen. Parce qu'au niveau de l'Europe, au niveau de l'Europe, nous avons eu de solides chiffres, de gros chiffres importants concernant le PMI, le PMI manufacturier, qui est en fait est un indicateur de l'Institute Supply of Management, le ISM de Chicago, qui en fait montre on l'appelle souvent le business barometer. Donc, c'est-à-dire, c'est le baromètre du milieu des affaires au niveau des États-Unis et de la zone européenne. Et cet indicateur-là, le PMI, a été vraiment très fort au niveau de l'Europe parce qu'il a atteint un nouveau record depuis plus de, je crois, 19 ans ou 20 ans parce qu'il était à son sommet depuis 1997. Donc, au niveau de la zone européenne, cet indice, en fait, montre que au niveau de l'Europe, ça va. Donc, sur le plan macroéconomique, ça va, ça se passe très bien. D'ailleurs, à ce sujet, Mario Draghi avait donc mentionné qu'il ne souhaitait pas que l'euro, la monnaie européenne, étant donné que les fondamentaux macroéconomiques qui soutiennent fortement la monnaie européenne, il ne souhaitait pas que la monnaie européenne s'accroisse vite ou s'accroisse au même rythme que les données macroéconomiques. Donc, pour essayer de contrecarrer un peu cette progression fulgurante de l'euro. Voilà pourquoi on a atteint donc le niveau de 1,20. Donc, à ce sujet, au niveau de l'Europe, tout se passe bien. Le PMI manufacturier est à son plus haut depuis maintenant plus de 20 ans. Et le PMI manufacturier uniquement de l'Allemagne et de la France est le plus haut depuis plus des années 2000. Donc, le dernier record que le PMI de l'Europe, en fait, de la France et de l'Allemagne, a été atteint aux environs des années 2000, avant, bien sûr, la chute justement des valeurs technologiques que certains d'entre vous ont vécu. Donc, ce sont des chiffres très forts et ça annonce vraiment que l'Europe, donc les indicateurs européens, les indices boursiers européens, sont vraiment en grande forme. Deuxième chose, nous avons aussi les minutes de la BCE ce jeudi. Et c'est pour parler, bien sûr, encore, faites attention aux dialectiques. Donc, il va y avoir encore un nouveau mot qui va être créé certainement. Mais la BCE, essentiellement, lorsqu'elle se retrouve, lorsque Mario Draghi parle devant les caméras, il s'adresse justement dans un langage économique, dans un langage justement voilà, de montrer, de vanter les performances et les mérites macroéconomique de la zone européenne. Donc, je ne pense pas qu'il va parler d'inflation ou bien d'inflation sous-jacente. Il parle souvent de croissance durable, de stabilité économique. Donc, ça serait vraiment des discours purement économiques. Mais ça peut aussi justement faire bouger l'euro en question
parce que quand, par exemple, la zone macroéconomique est bien soutenue, là, en général, l'euro a tendance à croître. Mais les patrons de la Banque centrale n'aiment pas, bien sûr, lorsque la monnaie européenne, c'est-à-dire le pourcentage de la croissance de la monnaie européenne, varie au même rythme que la croissance macroéconomique. Donc, ils vont essayer justement de tenir des arguments pour un peu contrebalancer un peu cette progression. Ça, c'est la deuxième chose. Au niveau de la troisième chose, ça c'est au niveau du Japon. Alors le Japon, avec leur premier ministre, non, non, pas le premier ministre, mais le président de la Banque centrale qui s'appelle Haruko Kuroda, a inventé un nouveau mot. Il a parlé de ce qu'on appelle le Q-Square Easy, parce qu'avant on parlait de quantitative easing, donc QE. Vous savez que les Japonais sont les véritables champions de cette discipline. Maintenant, ils sont maintenant rentrés encore dans un nouveau cycle qui s'appelle le QQE, c'est-à-dire le Q square E, qui est le quantitative et qualitative, donc quantité et qualité, assouplissement quantitatif et qualitatif. Donc quantitatif et qualitatif, QQE. Alors, ils ont annoncé ça pour encore montrer leur volonté de continuer à imprimer et à soutenir de façon de soutenir, d'accommoder leur économie l'économie japonaise qui a durement souffert de la déflation depuis maintenant plus de 20 ans. Ils étaient déjà sortis, en 2017, ils étaient sortis de ce cycle infernal déflationniste avec ce qu'on appelle les Abenomics du Premier ministre Shinzo Abe, mais ils continuent encore ils réitèrent leur volonté de pouvoir imprimer et soutenir de façon accommodante leur économie. Et ils ont dit qu'ils ne vont pas suivre justement Mario Draghi et la BCE concernant le resserrement de la quantité monétaire qui était avant au niveau de l'Europe de 60 milliards. On va passer maintenant à 35 milliards. Donc, c'est-à-dire que le programme d'actifs, de rachat d'actifs de l'Europe commence à diminuer, ce qui est un soutien, bien sûr, à la monnaie européenne. Mais il prévoit justement l'arrêter ou discuter de son arrêt parce qu'ils l'ont prolongé jusqu'en 2018, jusqu'en novembre 2018, mais ils vont rétrécir justement la quantité à imprimer qu'ils faisaient chaque mois, qui était de 60 milliards, qui est passé maintenant à 35 milliards. Donc du point de vue fondamental, le yen est baissier parce que voilà, une politique accommodante agit négativement sur la valeur du yen japonais. Au niveau aussi géopolitique, au niveau fondamental, parce que vous savez que le yen est une monnaie refuge. Alors, en termes de monnaie refuge, pour le moment, il n'y a pas de nouvelles géopolitiques majeures. Au niveau le seul élément majeur qu'on peut parler, qu'on peut évoquer, c'est peut-être, il y a une rencontre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud concernant les JO olympiques, les JO olympiques d'hiver qui vont se dérouler du 9 au 25 février en Corée du Sud, qui est à Pyeongchang, je crois. Je m'excuse pour la prononciation, mais à Pyeongchang, ils ont une rencontre pour justement créer un climat d'apaisement, un climat justement de stabilité pour mener à bon train le déroulement des JO olympiques qui va se tenir du 9 au 25 février. Je sais que c'est une information qui peut peut-être paraître un peu anodine dans le cadre de la bourse, mais s'il y a un climat, s'il y a un climat de stabilité, ça peut soutenir justement les indices majeurs asiatiques et internationaux. Et si les indices majeurs asiatiques sont soutenus, donc ça peut créer un climat, ok, ça peut créer un climat d'appétit pour le risque au niveau des États-Unis. Donc c'était justement l'annonce géopolitique qui concerne justement le côté asiatique, qui peut soutenir soit le yen ou soit l'or. Mais en ce qui concerne même l'indice qu'on appelle le Japanese Currency Index, lui, il est baissier parce que le gouvernement japonais a réitéré justement son souhait de continuer à imprimer, d'injecter la quantité monétaire. Voilà. Donc ça, c'était au niveau du côté fondamental sur le yen. Pour finir, il y a aussi, on va parler aussi le côté fondamental de ce qu'on peut dire sur le pétrole. C'est que le pétrole actuellement est haussier du point de vue géopolitique, à cause bien sûr de la menace
kurdistes qui pèsent sur les plateformes de forage iraniennes. Il y a aussi le fait qu'on est toujours en train de reconstruire on est en train toujours de reconstruire aux États-Unis les dégâts matérialisés par la tempête Irma. Et également au niveau des plateformes de forage, au niveau du décompte, selon le Baker Hughes Rig, qui est l'indicateur en fait du décompte des plateformes et des puits pétroliers qui est en fait annoncé chaque vendredi, on remarque que il y a son stock net dans le décompte, dans l'inventaire des plateformes pétrolières a diminué de 5 plateformes. 5 plateformes. Donc, il y a 5 puits qui ne sont plus dans l'inventaire des plateformes de forage. Et ça a un soutien majeur en fait, ça stabilise, voire soutenir à la hausse la progression du pétrole qui est déjà initiée et qui se retrouve dans l'entour de 61, 62, $62 le baril. Donc ça, à long terme, justement, c'est plus ou moins neutre parce que vous savez aussi que lorsque le pétrole a tendance à augmenter, les gérants de plateformes de forage de ces puits-là veulent aussi augmenter leur production pour faire plus d'argent. C'est normal, c'est une question d'offre et de demande. Si le prix augmente, que j'augmente la production, je fais plus d'argent. Donc, s'ils le font aussi, à long terme, ça peut aussi agir négativement sur le prix du pétrole. Donc de façon globale, le pétrole reste sensiblement haussier, mais de façon réelle, de façon correcte, le pétrole est neutre, je trouve. Et ça, c'est donc pour l'information au niveau du fondamental, au niveau du pétrole. La dernière chose que je voulais dire aussi au niveau fondamental, c'est que ce jeudi, étant donné qu'il y a aussi les minutes de la BCE, il y a également aussi deux discours d'un membre de banquiers centraux, de patrons de la Fed. On a Eric Rosenberg, qui est le patron de la Fed de Boston, mais qui n'est pas un membre influent, hein, qui est juste le patron de la Fed de Boston. Et vous avez aussi, je crois, William Dudley. Donc, William Dudley, qui est le patron de la Fed de New York, mais lui qui siège au conseil du FOMC, c'est-à-dire le comité qui est chargé de la politique monétaire. Et également, il est le vice-président de tous les banquiers centraux des districts américains, c'est-à-dire que le district de Saint-Louis, de Chicago, il est le vice-président de ce comité-là et également il siège au FOMC. Donc, c'est un membre votant. Donc, en général, quand vous avez ce genre de personnes qui s'expriment concernant l'état actuel de l'économie, la politique monétaire américaine, il peut y avoir des mouvements, de la volatilité sur les marchés, notamment sur le dollar index. Et de mémoire, William Dudley est un hawkish. Il est perçu comme un personnage haussier, donc qui est favorable pour une remontée rapide des taux d'intérêt et aussi il est favorable pour aller au-delà de 3 remontées de taux pour cette année. Voilà. Donc ça, c'était l'information fondamentale de cette semaine. Sinon, en fait, de façon générale, il n'y a pas vraiment de grosses news cette semaine, comme on voit dans le calendrier ici. Nous avons que des nouvelles moyennes durant toute la semaine, à part peut-être des nouvelles de l'IPC chinois le mercredi à 2h30. L'IPC, donc, comme vous savez, c'est l'indice des prix à la consommation. Donc, ça ça va soutenir bien certainement, ça aura un impact sur le yuan et par ricochet, donc avoir un impact sur, bien sûr, ceux qui traitent la séance asiatique, pardon, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, parce que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont un partenaire commercial très, très puissant pour la Chine. Donc, donc les chiffres chinois, en fait, agissent soit négativement ou positivement sur la monnaie australienne et sur la monnaie néo-zélandaise. Donc, ça, c'est à surveiller pour le mercredi 10 janvier. Au niveau du jeudi, j'avais déjà parlé qu'on a un rendez-vous de la BCE. Vous avez aussi le PIB allemand le jeudi à 10h. On a également le compte rendu de la politique monétaire, donc la BCE dont j'ai parlé. Et puis aussi, on a l'état des lieux du crédit privé octroyé
au GBP. Donc ça, ce sont les nouvelles qui sont majeures durant cette semaine et ça sera le jeudi. Donc jeudi, ça sera quand même une grosse journée dans l'ensemble. Le vendredi, on a aussi l'IPC, donc l'IPC américaine qui sera très très attendue, très surveillée. Vous voyez que le résultat passé était de 1,7%, le consensus, le résultat anticipé est de 1,7%, donc on attend à ce que le IPC, pardon, j'ai mal lu, c'est-à-dire c'est le 2,1, voilà. Le consensus attend 2,1 et l'IPC sous-jacent, donc ça c'est aussi très important, c'est-à-dire le fameux IPC Core, donc l'indice de l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors prix volatile, les aliments et l'énergie, il est attendu également à 1,7%. Donc ça, ce sont ces deux chiffres-là qui sont vraiment attendus et qui auront un impact majeur sur l'évolution du dollar index, parce que vous le savez actuellement, étant donné qu'il y a eu bien sûr la réforme fiscale de Donald Trump qui est passée, ça a été pricé, je ne sais pas combien de fois, 4 ou 5 fois. Maintenant, la réforme est passée, je vous avais dit que donc il ne devait pas avoir plus d'impact. Mais ces derniers temps, on a une sorte de beaucoup de personnes influentes aux États-Unis, on va dire des popularités, des personnes populaires qui font des vidéos également pour mettre à mal la réforme fiscale de Donald Trump et qui disent que la réforme fiscale ne va pas arranger la classe moyenne. Donc ça, c'est un peu, donc il y a comme une sorte de doute sur la réforme fiscale de Donald Trump qui est passée. Il a aussi des difficultés avec ses anciens conseillers qui sont devenus quasiment ses ennemis. Donc, tous ces facteurs fondamentaux peuvent influer, bien sûr, sur la monnaie. C'est pour ça qu'actuellement, le dollar, même si on a quand même eu de bons chiffres de façon générale aux États-Unis avec le NFP qu'on a eu le vendredi passé, mais le dollar américain est toujours sous pression baissière. Il est toujours sous pression baissière. Donc, il faut attendre vraiment l'IPC pour vraiment voir au moins à court terme, c'est-à-dire au niveau, par exemple, des 2 ou des 3 semaines à venir, pour voir au moins l'évolution du dollar américain. Si l'IPC sort en dessous des attentes, ça va donc bien sûr mettre à mal, ça va vraiment faire chuter le dollar en dépit des pressions qui sont encore sur lui. Mais là, maintenant, si l'IPC sort au-delà des attentes, c'est-à-dire que si par exemple, au lieu qu'il sorte à 2,1 ou bien il sorte à 2,2, il sort par exemple à 2,4 ou 2,5, là vraiment, on va avoir vraiment un boost de la monnaie, justement, la monnaie américaine. Donc ça, c'est à surveiller pour le vendredi. Donc ça, c'est ce qui concerne justement les news, le calendrier économique. Des fois, je jette aussi un coup d'œil sur le calendrier économique de CMC Markets et puis de DailyFX et puis de FXCM qui sont les partenaires de l'école de GSTA. Donc, parce que souvent, on peut avoir des informations qui ne se retrouvent pas et souvent, ça peut être des informations très importantes. Donc, juste pour euh, voir l'information, le calendrier rapidement. Donc, c'est à peu près ce qu'on a vu tout à l'heure, mais la seule différence, c'est que vous avez aussi, comme vous avez pu le constater, on n'a pas vu dans le calendrier de DailyFX, on a les mises en chantier au Canada, qui est un indicateur qu'on appelle un indicateur précurseur. Donc, c'est-à-dire c'est un indicateur qui annonce justement, qui annonce l'état de l'économie. Donc, si au niveau des mises en chantier au Canada, on a des bons chiffres qui sortent, hein, on va dire des chiffres qui sortent positifs, ça devrait justement soutenir en fait l'économie canadienne et ça, en fait, ça va confirmer l'état de l'économie canadienne puisque actuellement, vous savez, l'économie canadienne se porte très bien, même si au niveau du NAFTA, ce n'est pas encore trop ça avec, c'est-à-dire les accords de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada semblent ne pas être au beau fixe à cause de Donald Trump qui juge qu'il y a certains termes qui ne sont pas corrects. Mais de façon générale, l'économie canadienne se porte bien. On a eu une solide NFP, donc les chiffres d'emploi ont été très, très, très largement supérieurs. Donc ça, c'est un soutien inconditionnel à la hausse pour la monnaie canadienne. Donc, les mises en chantier vont être suivies et ça sera pour le mardi 9 janvier, donc c'est-à-dire demain. Il va falloir jeter un coup d'œil pour ceux qui traitent, bien sûr, comme moi, l'USD CAD. Sinon, après ça,
de façon générale, il n'y a rien, il n'y a presque pas grand-chose. Donc, on va passer maintenant à la phase graphique. Donc, ça, c'était pour l'analyse fondamentale. Alors, au niveau de la phase graphique, donc, je vais commencer avec le GBP JPY, qui est donc euh, la première paire Forex que je regarde cette semaine. C'est la paire que je vais travailler cette semaine. Comme vous le voyez à l'écran, d'abord, je vais aller en données historiques, en monthly. Donc, comme on le voit à l'écran, c'est propre. La monnaie, la paire GBP-JPY est au-dessus de sa clôture mensuelle, donc c'est-à-dire la clôture de l'année passée de décembre 2017. Donc, nous arrivons bien sûr sur un niveau. Le niveau que j'ai mis en orange, c'est un niveau en fait qui peut être un peu difficile à passer, étant donné qu'il a été travaillé plusieurs fois. Il a servi également de niveau de polarité, donc c'est un peu comme un niveau, comme on peut dire ça, un pivot, un niveau pivot. Donc, le marché peut bien sûr le traverser comme s'arrêter, mais il faut d'abord attendre pour vraiment voir si le marché va être capable de pouvoir le traverser. C'est seulement les fondamentaux, même si on sait qu'au niveau fondamental, le GBP est très fort en ce moment et que le dollar semble, pardon, le JPY, donc le dollar, le yen index est très faible en ce moment. Si par exemple le yen continue donc d'être baissier, alors on va valider cette figure qui est ici, cette figure qui est donc un triangle ascendant dont la sortie est généralement haussière. Donc on va certainement casser ce niveau et puis aller donc vers les niveaux des 160. Donc ça c'est un niveau que je suivais cette semaine. Actuellement on est sur quasiment la borne négative ou la borne inférieure de ce rectangle en orange. Donc, on risque, par exemple, si on échoue sur ce niveau, on peut se retourner, venir prendre appui sur cette ligne verte-là, qui est en fait un support oblique haussier, et on peut donc initier un achat à ce niveau-là. Parce que quand on regarde la tendance de long terme, on voit bien que le GBP-JPY, donc le pound yen, il est pratiquement, il est haussier. Il est dans un triangle haussier, donc il est dans une phase voilà, d'impulsion haussière. Et on va juste le valider. Si on va, par exemple, en weekly, pour regarder rapidement, on voit que le plus haut hebdomadaire, je vais bien le zoomer pour vous. Voilà, le plus haut, on est toujours en dessous du plus bas hebdomadaire. Donc, on est dans ces zones. La partie que j'ai mis en gris, ça, en intraday, c'est en fait une partie que vous n'avez rien à faire là. En fait, ceux qui veulent short à trader, je ne recommande pas à trader cette partie parce que c'est une partie qui est vraiment, qui sera vraiment difficile à passer tant qu'on n'est pas au-dessus de cette ligne pour acheter vraiment avec aise, pour aller vraiment sur le niveau qui est le niveau des 160 qui est dans la partie assurée en orange, il faudrait éviter justement de prendre des positions dans cette zone-là. Donc, il s'agit en fait, cette zone grise, il s'agit en fait du plus haut hebdomadaire. Donc, tant qu'on est en dessous du plus haut hebdomadaire, mais au-dessus du plus haut mensuel, le GBP-JPY va donc nous donner des mauvais signaux. On peut y tenter à acheter le GBP-JPY si on casse, par exemple, on clôture au-dessus des 154 points, ou alors on échoue et le marché descend jusqu'à au moins à 151,40, qui est à peu près le niveau de la clôture mensuelle. Et là, on peut initier un achat, puisque dans la tendance de fond, hein, est haussière, pardon, mais le biais est baissier. On peut le voir ici en intraday. Voilà. Vous voyez en intraday, on a eu la zone verte ici. Ça, c'est la zone en fait du plus bas depuis le début de l'année, donc le plus bas depuis janvier. Et en haut, ici, le trait rouge, ça, c'est le plus haut de l'année de 2018, de janvier. Hier, dimanche, hier, quand j'avais tracé justement ce canal ascendant aussi, on est sorti par le bas, on a fait un pullback on est descendu. Après, le marché encore a payé ce niveau-là pour aller justement réintégrer ce canal haussier. C'est pour ça que je vous ai dit, tant qu'on est justement
tant qu'on n'est pas au-dessus de cette ligne grise et cette ligne rouge, je crois qu'il n'y a pratiquement rien à faire parce que on est dans une phase en fait qui peut piéger. Et si par exemple vous êtes un trader intraday et que vous voulez initier des stratégies, on va dire des stratégies haussières, il sera difficile pour vous de pouvoir avoir de bons points d'entrée. Même si on doit reconnaître que fondamentalement on est haussier. Donc moi, si je dois payer le GBP JPY, qui est fondamentalement aussi bien sûr, moi je vais initier un achat au niveau de la zone verte, c'est-à-dire au niveau des 151,75 ou des 152. C'est là que moi je vais chercher à payer le GBP JPY. Donc on passe maintenant à l'USD-CAD. USD-CAD, c'est donc une paire que je surveille attentivement également. Donc, on voit en données historiques, en données mensuelles, on voit bien que le GBP-JPY est nettement haussier. On a un momentum baissier, un biais baissier. Donc, ici, on a eu une mèche. On est en dessous de la clôture mensuelle. Donc, la clôture qui est de 1,25,830, qui est la clôture de l'année passée. Et tant qu'on est en dessous de cette clôture, évidemment, le marché, on ne pourra pas justement le payer. Ça sera un marché qui sera baissier. La seule fois où on peut tenter de payer l'USD CAD, ça sera à partir des 1,20, 1,21, c'est-à-dire ici. C'est ici qu'on peut essayer de rentrer à l'achat sur le USD CAD. Et ça encore, ça c'est techniquement. Et ça va dépendre bien sûr des fondamentaux. Si par exemple le Canada accumule une série de mauvais chiffres au niveau, bien sûr, de sa macroéconomie et que le dollar américain se reprend, oui, là, on peut tenter justement de payer l'USD CAD. Mais actuellement, tel qu'il est présenté avec, bien sûr, le soutien du pétrole. Donc, vous savez que le pétrole est corrélé à l'économie canadienne. Plus le pétrole est fort, plus le dollar canadien est fort. Il va avoir, bien sûr, des chiffres concernant les mises en chantier, donc les chiffres sur l'immobilier au Canada. Ça, c'est un soutien inconditionnel également à l'économie canadienne. Donc, si ces chiffres-là sont très bons, la monnaie canadienne continuera à performer. Et tant que, aussi longtemps que l'USD actuellement qui est un peu bancal, ça risque justement de peser. Il y aura une pression baissière en plus sur l'USD CAD. Donc, c'est une paire pour le moment qui est baissier fondamentalement et de long terme, à part peut-être profiter de petites impulsions, de petits momentum en intraday, mais sinon, on est généralement baissier. Vous voyez ici, en termes de données hebdomadaires, c'est-à-dire que on est entre la zone assurée en orange. Tant qu'on est entre cette zone et puis on est au-dessus de la ligne grise, qui est qui est le plus bas ou qui est un niveau hebdomadaire. Au milieu de cette zone, il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. Ce serait une zone qui va être piégeuse, sauf par exemple si le marché rebondit sur ce niveau et il donne des signaux aux vendeurs. Oui, on peut initier une vente parce qu'on sera dans le sens de la tendance. Mais sinon, pour l'instant, en intraday, si je vais en 5 minutes, voilà, si je vais en 5 minutes, il n'y a pratiquement rien à faire. Le seul niveau où on peut tenter un short, ça serait ici, dans cette zone-là, au 1,24, 840. Si le marché monte jusque-là, on peut initier une vente, et s'il échoue, bien sûr. Mais contrairement au fait que si vous voulez travailler en intraday, je pense que moi, à votre place, je resterai en dehors de USD4 parce qu'on est vraiment dans des zones un peu de turbulence. Il n'y a pas vraiment de tendance définie clairement, comme on le voit. Le marché fait des mèches, il y a des mouvements, mais on n'a pas de direction claire. C'est seulement le fondamental qui pourra nous guider et actuellement, le fondamental est baissier. On est vraiment très baissier, donc on peut chercher des signaux à la vente, sauf si uniquement on a des corrections haussières à ce niveau-là et on échoue. Là, on peut justement continuer à repartir dans le sens de la tendance de fond. Alors, pour finir le Forex, on va aller dans Euro AUD. Donc, Euro AUD, bien sûr, en mensuel, Euro AUD en mensuel, il n'y a pratiquement rien à faire dans le mensuel, même si on voit que la tendance est haussière, mais on est en dessous de la clôture en bleu ciel, c'est la clôture hebdomadaire, et pardon, la clôture mensuelle, donc la clôture mensuelle de l'année précédente. Le niveau, le support ou je vais dire l'oblique haussière, qui constitue un support ou lequel on peut payer
cet actif-là est très loin du niveau actuel auquel il est. Donc, ce qui veut dire qu'en général, il faut attendre qu'on sorte, bien sûr, de cette zone assurée en bleu, parce que c'est une zone en général de turbulence. Quand je mets, par exemple, quand j'assure des zones comme ça, c'est pour dire qu'en fait, c'est des zones où les niveaux ont été tellement travaillés et qu'il est difficile justement de travailler là-dedans en intraday. Il faut travailler en fait, pour travailler ces zones, il faut attendre qu'on sorte soit de ces zones à la hausse ou bien qu'on casse ces niveaux à la baisse. C'est-à-dire que si on passe en dessous de cette zone, qui est en fait aux alentours des 1,52, je dirais 1,52, 550, si on est en dessous de cette zone, en ce moment, on peut initier soit des shorts jusqu'aux obliques vertes qui sont là, pour ensuite la repayer parce qu'on est dans la tendance de fond. Ou alors, si on casse, on sort de cette zone-là qui est un peu comme un range, là, on peut initier des achats pour aller viser des plus hauts. Mais pour le moment, en intraday, il n'y a rien à faire sur EURAUD. On est neutre. Il n'y a rien à faire. Il faut attendre qu'on sorte de cette zone. Là, on voit, si je zoome, on voit bien à l'écran que on a commencé à faire une mèche rouge. Donc, on semble être baissier à très court terme, mais pour vraiment attendre le signal baissier de EURAUD, il faut attendre qu'on casse justement le 1,5250. Et aussi au niveau fondamental, comme je vous ai dit, l'euro est une monnaie forte. AUD est une monnaie forte. AUD est soutenu par la zone asiatique, notamment les chiffres de la Chine. Ils ont un PMI Caixin, je crois, qui est un PMI manufacturier du même type que le PMI manufacturier de la France, de l'Allemagne et aussi des États-Unis, qui est sorti très très bon. Donc les Chinois ont publié de très bons chiffres. Donc justement, ça conforte justement l'AUD dans sa progression. L'euro aussi est soutenu par sa macroéconomique au niveau de la zone euro. Donc, c'est deux monnaies très, très fortes. D'accord? Même si dans l'ensemble, l'euro est plus fort que la monnaie australienne. Parce que quand on regarde si vous regardez sur le Forex, les paires les plus faibles, il y a l'AUD et puis le yen. D'accord? Donc, du coup, au niveau des différentiels de valeur, l'euro est supérieur par rapport à l'AUD. Mais étant donné qu'on a de très bons chiffres macroéconomiques au niveau de l'Australie et donc de la Chine, il faut donc attendre qu'il y ait vraiment une des deux paires qui prennent le dessus. Certainement, ça va être l'euro, peut-être cette semaine avec justement les minutes de la BCE, ou alors peut-être on va avoir justement un signe d'affaiblissement de cette progression assez spectaculaire quand même de l'euro. Donc, le mieux, c'est d'attendre qu'on sorte par cette zone en bleu pour shorter, bien sûr, l'euro AUD jusqu'à 1,44 170, c'est-à-dire cette ligne ici. Et là, on peut là maintenant initier un achat pour aller dans la tendance de fond. Donc, si je vous mets ça en 5 minutes, vous allez voir ici, en 5 minutes, vous voyez qu'on est dans un range. Il n'y a pratiquement rien à faire. Pardonnez-moi si l'écran est tout bleu. En fait, c'était pour montrer la zone en fait, qui était la zone qui servait de zone d'indécision du marché de euro-AUD. Vous voyez même qu'on a cassé les plus bas. Hein, on a cassé les plus bas de janvier. C'est-à-dire qu'on est en début d'année. Les plus bas étaient ici pour le mois de janvier et on a cassé ces plus bas. Donc, il montre des signes de direction baissière. Donc, il faut attendre simplement qu'on sorte de ce canal-là, qu'on sorte de ce range. Là, on peut vraiment passer maintenant en vente. Mais pour le moment il n'y a rien à faire, je trouve, sur l'euro AUD. Voilà. Donc, je vais passer maintenant aux matières premières, donc sur l'or. Donc, l'or, je vous ai dit, l'or au niveau géopolitique, puisque en général, l'or étant une monnaie refuge, elle est beaucoup guidée par son côté fondamental, son côté géopolitique. Au niveau de la géopolitique, sur l'or, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, à part, bien sûr, quelques petits tweets de Donald Trump au niveau du bouton nucléaire avec son homologue Kim Jong-il. Les deux ont tendance à s'invectiver un peu, des petites querelles hein, d'amis. Mais je trouve que c'est quand même un peu déplaisant de bluffer avec l'avenir de l'humanité. Mais bon, ce sont des chefs d'État, ils savent ce qu'ils font. Donc, au niveau des tweets de Trump, ils n'ont pas agi vraiment sur l'or parce qu'on le connaît, le marché le connaît. Le marché le connaît, donc il n'y a pas pour le moment, il n'y a pas de soutien fondamental ou de soutien
géopolitiques qui peuvent amener donc, le cours de l'or à exploser. Même si on est quand même au-dessus on est au-dessus des plus hauts mensuels, donc on est au-dessus de la clôture mensuelle de 2017, qui est représentée par la ligne bleu ciel ici, qui est de 1302. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, l'or est a priori haussier. Mais en termes de stratégie de trading en intraday, on est haussier, mais c'est-à-dire il faut faire attention. On est haussier techniquement, mais la tendance de fond est généralement neutre. Le signal va être donné si on casse les 1325. Voilà, si on casse 1325, qui est la ligne grise ici, comme j'ai tracé, si on casse 1325, on aura une accélération jusqu'à 1380, 1370. Mais pour le moment, on est vraiment dans un petit canal haussier. Ça peut ressembler à un genre de ce qu'on appelle les drapeaux, donc les figures de continuation, mais il faut rester prudent. Voilà. Ceux qui cherchent à payer l'or, ça serait vraiment à partir de 1302, 1300 piles. Mais ceux qui sont justement vendeurs sur l'or, ils doivent attendre qu'on ressorte par ce petit canal ici pour pouvoir tenter un short. On peut le voir en intraday ici. Voilà, vous voyez en intraday, on est vraiment dans un canal de latéralisation, mais qui est orienté à la hausse. Je vais juste déplacer mon écran pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est orienté on est orienté dans un canal de latéralisation à la hausse. Le plus haut ici du mois de janvier n'a pas été encore atteint. Le plus bas est ici, qui est justement légèrement au-dessus de la clôture mensuelle de 2017. Donc, en général, il n'y a pas vraiment de choses à faire sur l'or, à part, par exemple, si on a du coup des nouvelles géopolitiques qui peuvent remettre en cause justement l'évolution de l'or. Mais pour l'instant, ceux qui ont payé le rebond ici, c'était bien joué. Donc, ils peuvent rester dans la position jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on puisse continuer à aller toucher justement le plus haut du début de cette nouvelle année, du mois de janvier. Et c'est si, par exemple, on casse cette zone en rouge, là, on aura une accélération vraiment de l'or. Donc, pour le moment, sur l'or, il n'y a pratiquement rien à faire, sauf avis contraire, en fait. Au niveau du pétrole, donc, au niveau du pétrole, le UK Oil, donc le pétrole Brent, comme je vous avais dit tout à l'heure, avec justement les perturbations des plateformes de forage des Kurdes, des plateformes de forage iraniennes par les Kurdes, on a bien sûr une instabilité géopolitique donc qui soutient, euh, euh, qui soutient positivement l'or. Donc, en général, euh, actuellement, à l'heure où je vous parle, pardon, pas l'or, mais le pétrole est haussier jusqu'à nouvel ordre. Le pétrole est haussier, comme vous le voyez. Donc, la tendance de fond est haussière. On voit que ça forme un triangle ascendant. Donc, le triangle ascendant, en général, les sorties se font généralement à la hausse. Sauf si, par exemple, il y a une grosse nouvelle géopolitique qui intervient et que ça fait vraiment, ça impacte vraiment massivement le cours du pétrole. Là, on peut assister vraiment à un rejet justement de ce niveau en rouge que j'ai tracé pour avoir une correction. Donc, à partir des 67 $ le baril jusqu'à 60 $ le baril, où on peut tenter un achat pour aller dans le même sens que la tendance de fond. Donc, vous voyez, hein, c'est toujours le même cas. Vous avez soit des tendances de fond, qui sont des tendances historiques, des tendances mensuelles, et vous avez des tendances en intraday, qui sont donc, ces tendances sont soutenues justement par l'évolution de l'actualité économique. Donc, si vous voulez vous positionner justement dans le sens de la tendance, il faut attendre, bien sûr, il faut être patient, il faut attendre que tous les indicateurs ou tous les facteurs techniques ou fondamentaux partent dans votre direction. Ceux qui font le scalping, bien sûr, ils peuvent tenter des shorts à ce niveau-là en intraday pour aller chercher, mettons, 3-4 points sur le pétrole. Mais pour ceux qui veulent travailler vraiment en swing ou bien en day trading, il est préférable soit d'attendre qu'on repasse en dessous de la ligne bleue, donc qui est la clôture mensuelle, pour tenter un short. Et puis ceux qui veulent le payer, ça serait vraiment ici, au niveau des 60 $ le baril, de chercher à payer le pétrole, parce que c'est
donc dans la direction du train ascendant, parce qu'on voit des plus bas de plus en plus haut. Et donc, si le marché corrige là, on peut le payer pour qu'il aille justement dans la direction des 67 dollars comme il avait déjà testé. Sauf si on le casse directement, ce qui m'étonnerait, mais c'est pas impossible. Si on le casse directement, là, je peux dire qu'on a vraiment un signal majeur aussi. Voilà. Pour viser en fait la zone des 80 dollars le baril. Donc, si on va en intraday, en 5 minutes, on peut voir ici la zone, là c'est le plus bas, la zone en verte ici, c'est le plus bas de, on va dire, de l'année, du début de l'année, du mois de janvier. La zone ici en rouge, ça c'est le plus haut. Donc, vous voyez qu'on est dans un triangle symétrique de sommet. En général, la sortie se fait généralement haussière, statistiquement, parce que ça va aller dans le sens de la tendance. Mais il faut attendre justement qu'on casse cette borne-là. Pour être plus prudent, il faut attendre même qu'on casse cette borne. Ceux qui sont ici peuvent se positionner à l'achat. Mais attention au niveau des 68 dollars le baril, 68 et 20. Et actuellement, il ne faut pas vraiment tenter un achat ou une vente. C'est vraiment neutre, il faut le regarder, il faut le laisser faire. Il faut attendre que soit il sorte par là ou il sorte par ici. Mais il a plus de chances de sortir par le haut, étant donné les raisons fondamentales que j'ai évoquées tantôt, et aussi du point de vue aussi technique, comme on voit qu'on est dans une tendance de fond haussière. Donc ça, c'était pour le pétrole. Au niveau du cuivre, donc le cuivre, comme vous le savez, le cuivre est la matière première, est la matière première fondamentale qui est soutenue par l'économie chinoise et donc aussi l'économie australienne. Donc, quand la Chine se porte bien ou quand la zone asiatique se porte bien, en général, le cuivre a tendance à être soutenu à la hausse. On est sur des plus hauts voilà, de mensuels qui sont à 3,30 dollars la tonne de cuivre. Donc là, vous voyez ici que on est sur des niveaux historiques. On est quand même toujours en dessous de la clôture mensuelle. Donc la clôture mensuelle qui est à 3,30 que je viens d'évoquer. Tant qu'on est en dessous de cette ligne, on est fondamentalement, c'est-à-dire sur le long terme baissier. Mais on peut également essayer de payer ce support oblique en vert, puisque vous voyez que la moyenne mobile se redirige dans le sens de la tendance de fond. Donc, pour quelqu'un qui veut initier un achat, soit il le paye vraiment, je vais juste le montrer, soit il le paye où il y a la ligne verte, pardonnez-moi, c'est-à-dire il rentre à l'achat ici, soit là, ou bien, puisqu'on voit, on a vu un certain genre de drapeau, en fait, sur le long terme, mais en intraday, on va le voir tout à l'heure en 5 minutes, ça a formé une sorte de figure d'élargissement, donc un biseau d'élargissement en général, qui s'est formé au sommet. En général, la sortie est baissière, mais si par exemple, on n'arrive pas à casser cette ligne, cette petite ligne qui est ici, pour vraiment se diriger vers le bas, on peut retenter aussi un achat à ce niveau, au niveau des 3,30, 3,25 dollars la tonne pour aller viser les 3,40, on va dire. Donc, je vais le mettre en intraday, comme vous le voyez ici. Vous voyez figure d'élargissement. Figure d'élargissement, donc en général, on était baissier. On peut tenter des achats sur cette zone de 3,20, 3,21 pour aller viser le plus haut. Et à l'intérieur, ici, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire sur le cuivre. C'est vraiment sur ces zones-là que je mets. Les zones que vous voyez en vert ou bien que vous voyez en brun, ce sont les zones en fait sur lesquelles vous devez travailler si vous êtes un trader. Parce que dans ces zones-là, dans la surface ici, il n'y a rien à faire. Ce sont des zones en fait où les gens vont être piégés parce qu'il peut y avoir du bruit de marché, il peut y avoir également trop de volatilité et ils ne pourront pas tenir donc leur position. Donc la meilleure des choses à faire, c'est soit de payer cette zone ici à l'achat. Mais étant donné qu'on est en dessous de la couture mensuelle, le payer, en fait, ici, ça serait vraiment, en fait, un petit peu risqué. Donc, il faudrait voir donc la stratégie de money management dans ce cas-là avant de vraiment rentrer en position avec cette étude. Mais la meilleure des choses à faire, vraiment, le meilleur trade à faire sur le cuivre, ça serait vraiment de sortir de cette figure d'élargissement et d'être au-dessus de cette zone en rouge ici, c'est-à-dire au-dessus de la clôture mensuelle.
Donc, pour le cuivre, fondamentalement, on est haussier à cause de l'actualité économique de la Chine et de l'Australie. Mais techniquement, en l'intraday, on est baissier. On va revoir tout à l'heure au récapitulatif à la fin de cette présentation. Tout ce que je viens de dire oralement j'aurais déjà marqué ça sur la feuille pour avoir justement une vision nette du marché. Donc, pour terminer cette partie matière première, on va aller sur le gaz naturel. Le gaz naturel, comme vous le savez, le gaz naturel, fondamentalement, est aussi en hiver parce qu'on a besoin du gaz pour se chauffer. Il est toujours soutenu à la hausse, fondamentalement. Mais ces derniers temps, il y a quand même beaucoup de choses qui ne se passent pas comme prévu. Et quand on regarde, bien sûr, au niveau des stocks, le stock brut voilà, de barils du gaz naturel, on est vraiment dans des phases en fait, d'incertitude, puisque le gaz naturel n'est pas traité au même rythme que le pétrole, même s'ils ont à peu près la même propriété. Mais fondamentalement, quand on regarde sur le long terme, au plan technique, fondamentalement, il est haussier, mais au plan technique, il est neutre, voire baissier. Vous voyez ici qu'on a un triangle symétrique. Donc, en général, les triangles symétriques, en général, ce n'est pas des figures en fait qui sont faciles à trader. On peut même regarder même aussi sur le long terme. Par exemple, si je me mets en données journalières, on voit ici que on a une sorte de figure symétrique, mais qui peuvent porter qui peuvent montrer en fait, qui portent à croire que le marché risque de sortir plus par le bas que par le haut, puisqu'on a une tendance de fond baissière. Donc, au niveau du gaz naturel, moi, je pense qu'il y a pratiquement rien à faire, il y a rien à faire sur le gaz naturel parce que même si fondamentalement on est soutenu par le climat, mais au niveau technique, en intraday, il y a rien à faire. Il y a vraiment rien à faire. On est même baissé, je dirais, parce qu'on est en dessous de la clôture mensuelle qui est à 2,93, voilà, 2,93 ici, 2,93 dollars. Si on repasse au-dessus de cette ligne, oui, on peut tenter des achats, mais je n'aime pas transiger les figures symétriques parce que ce sont des figures qui sont extrêmement difficiles et ça piège le maximum de traders particuliers, même d'institutionnels. Donc, le mieux, c'est qu'on sorte soit par le bas pour tenter vraiment un bon short à partir des 2,50 $ ou qu'on sorte par le haut pour aller retrouver les sommets précédents qui sont à 3,90 $, voire 4 $ le baril du gaz naturel. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire sur les matières premières pour le gaz naturel. On va passer maintenant sur l'autre plateforme de notre partenaire qui est CMC Market au niveau de l'analyse des indices et des matières premières. Donc, si je vais donc au niveau de analyse technique, donc au niveau du Nasdaq. Donc, comme vous voyez, le Nasdaq, il n'y a rien à dire. Hein. Le Nasdaq, il fait des hauts de plus en plus hauts. Historiquement, si je mets le graphe historique, vous voyez que le Nasdaq, il n'y a rien à dire. Il est vraiment haussier jusqu'à nouvel ordre. La borne supérieure du Nasdaq au niveau c'est-à-dire la zone en fait de son canal qu'il a dessiné, là où on peut par exemple initier, par exemple, on peut tenter des shorts pour son retournement, ça serait aux alentours de 7 750. Donc, on est vraiment très, très loin pour commencer encore à penser à short. Donc, pour le moment, on est haussier sur les indices. Il ne faut pas chercher à vendre quand le marché est haussier. Ce serait vraiment un peu stupide. Donc, ceux qui veulent se positionner à l'achat, à la vente, pardon, il va falloir que vous soyez très, très patient parce que tant qu'on n'est pas arrivé techniquement au niveau des 8000 points, voire 7750 points, je ne crois pas que, en fait, je ne crois pas que le Nasdaq montre des signes d'affaiblissement ou bien des signaux baissiers. Au niveau de la dette européenne, l'eurobond. Donc, l'eurobond, comme vous le voyez à long terme ici, à long terme, l'eurobond est dans un canal haussier. On a également une base ici en bleu qui est neutre en fait. Donc, cette zone en bleu ici, c'est une zone en fait qui est un genre de pivot parce que ça a été travaillé plusieurs fois. C'est comme un niveau
de polarité. Donc, à ce niveau-là, en fait, si par exemple le marché casse cette ligne en bleu, là, on peut initier par exemple un short pour aller chercher les 150 points. Mais pour le moment, tant qu'on est dans cette phase ici, il n'y a rien à faire sur l'eurobond parce que on est dans un canal ascendant. On peut tout de même, à tous les coups, venir taper cette ligne et puis repartir dans l'autre direction. Donc, il n'y a rien à faire. Du coup, en vous parlant, je viens de voir également que on a aussi, je viens de détecter un biseau qui ne sera pas mal en intraday à le travailler. Si je prends ici, voilà. Donc, je vais le mettre en vert. Voilà. Donc, vous voyez ici qu'on a un biseau descendant dont la sortie est généralement haussière. Donc, on peut venir taper ce niveau-là puis repartir dans l'autre sens ou alors venir casser tout ça, remettre en cause justement le momentum baissier qu'il y a de fond et puis aussi initier des achats ici pour repartir dans l'autre sens. Mais la tendance de fond, on est dans un canal haussier, donc on évolue toujours à la hausse. Au niveau du fondamental, avec bien sûr le rétrécissement du programme d'actifs et de rachat d'actifs de la BCE, ça va soutenir bien sûr à très court terme, ça va soutenir l'euro parce que vous savez que si la Banque centrale a décidé justement de ralentir son programme d'actifs qui est en fait qui a été échelonné jusqu'en novembre 2018, mais la quantité d'argent a été rétrécie, cela veut dire qu'en fait, ils sont prêts à arrêter justement le QE. Donc ça veut dire également que au niveau du trading sur l'eurobond, on va s'apprêter bien sûr à avoir des baisses, donc des prises de bénéfices et même des baisses sur justement sur l'eurobond, puisque la quantité de monnaie justement qu'on imprime dans l'économie commence à diminuer. Donc la dette s'accumule moins vite, tout simplement. Donc ça, c'est l'eurobond. Cette paire, en général, moi, je la travaille seulement en long terme, pas en intraday. Donc, à long terme, vous voyez, ça confirme ce que j'ai dit. Donc, la zone qui est ici, qui est le plus bas de l'année 2018, donc de janvier, le début de l'année 2018. Tant qu'on ne vient pas ici, je ne payerai pas. Et tant qu'il reste au-dessus, je vais chercher justement soit à shorter à ce niveau-là, ou bien soit à chaque rebond à le payer. Donc, on est en fait dans un range, comme vous voyez ici, dans une boîte. Il faut attendre qu'on ait une explosion vraiment à la hausse pour chercher les niveaux supérieurs comme 163 points. Ou si on veut vraiment chercher à le vendre, il faut qu'on clôture en dessous de la clôture mensuelle qui est 160, je vais l'agrandir, qui est à 161,96. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on peut chercher à vendre, par exemple, l'eurobond. Pour le moment, il est bien parti et on le regarde jusqu'à ce qu'il fasse la clôture pour qu'on puisse initier des achats ou bien des ventes. Voilà. Donc, je dois aussi vous montrer le dos, je crois, avant de finir cette émission. Le T-Note d'abord. Ça fait déjà 58 minutes qu'on est ensemble, presque une heure. Donc, c'est un point complet qu'on a vu. Le T-Note, ça ressemble étrangement à la même configuration que l'eurobond, parce que les dettes en général sont corrélées. Donc, vous voyez qu'on a aussi un niveau comment je peux appeler ça, un pivot, en fait, un seuil de polarité. Donc, si on casse le seuil de polarité, ne vous précipitez pas pour le vendre. Ça peut être un piège. Il faut chercher vraiment. Bon, ça dépend si vous êtes en intraday, parce qu'en général, ce genre de produits, quand vous êtes en CFD, je vous recommande de ne pas travailler en intraday. Il faut plutôt travailler, si vous travaillez sur les marchés futurs, oui, vous pouvez travailler en intraday, mais si vous travaillez en CFD, c'est mieux de le travailler en swing, c'est-à-dire sur le long terme. Donc, si on casse ce niveau ici, vous pouvez attendre. Vous pouvez attendre jusqu'à ce qu'on vienne toucher le cloister de ce biseau-là, qui est là en vert, avec également son canal ascendant de fond. Donc ici, c'est un cloister. Donc si vous voulez payer vraiment le T-Note, il faut attendre qu'on vienne toucher le cloister ici pour pouvoir le payer. Fondamentalement, la Fed n'est pas prête à arrêter son programme de rachat d'actifs, son QE. Donc, on reste le T-Note, qui est la paire la plus liquide, reste soutenu à la hausse, d'autant plus que
les taux d'intérêt, justement, la hausse des taux d'intérêt, en fait, il y a une dissension au niveau du comité de la Fed, donc le FOMC, puisqu'il y a, je crois, 2 sur 6 personnes qui sont, qui sont en fait d'accord, seulement 2 sur 6 personnes qui sont d'accord à augmenter, qui sont prêts à augmenter plus de 3 hausses de taux cette année. Vous comprenez? Donc, on est entre 3 hausses de taux et moins. Donc, ça veut dire que les gens sont prêts à ne pas augmenter les taux d'intérêt pour cette année et ça risque de soutenir justement à la hausse la dette américaine, notamment le T-Note. Donc, cette paire, je vais vraiment être patient, je vais attendre à ce qu'elle vienne toucher ce cluster ici pour payer à la hausse, pour aller dans la même direction que ce canal ici, ce biseau descendant dont la sortie est généralement haussière, et également qui va me confirmer aussi ce canal haussier, ce canal ascendant haussier, dont son évolution, tant qu'il n'est pas sorti en dessous ici, on est tout en haussier. Donc, moi, je suis fondamentalement haussier sur le T-Note. Mais il va falloir que je sois un peu patient parce que ça risque d'être un petit peu long. Alors, pour finir donc cette émission, je vais passer donc je vais vous montrer le Dow Jones. Ça ne sera pas long. Donc, j'ai plusieurs dispositions, donc je suis en train de... Voilà. Ouvrir disposition, voilà. C'est ça que je cherchais. Indice. Voilà. Donc ça, c'est mon setup de scalping au niveau des indices. Donc, si j'agrandis mon écran avec celui-ci. Voilà. Donc, au niveau des indices, c'est pareil hein, comme le Nasdaq. Hein. On est vraiment voilà, dans une phase haussière. J'avais posté un biseau d'élargissement au niveau du Dow Jones. Donc, on est sorti par ce biseau d'élargissement symétrique à la hausse. Donc, ça montre à quel point le marché est vraiment, mais vraiment haussier. Et on est en train de dupliquer encore un autre biseau d'élargissement ici, dont on voit également qu'en général, la sortie est baissière, au moins à 57% à peu près, statistiquement parlant. Mais tant qu'on est au-dessus de cette ligne bleu ciel, il ne faut pas chercher à shorter justement le Dow Jones. Je sais que c'est tentant parce qu'on arrive sur des bornes ici, des bornes, des supports, pardon, des résistances obliques ici qui sont en rouge. Donc, on peut tenter un short là pour chercher la correction. Mais il ne faut pas le faire parce que on a fait pratiquement 60, selon Bloomberg, hein, on a fait 60 records, 60 plus hauts. Donc, ce n'est pas pour vraiment vendre. On ne peut pas vendre, fondamentalement, on ne peut pas vendre un tel marché. Donc, on est vraiment haussier à court, à long, à moyen terme et à très court terme. Mais il faut juste faire attention parce que on est dans les phases des marchés d'euphorie et en général, on peut se retourner brusquement aussi. Donc, moi, je regarde attentivement le Dow Jones en scalping. Je peux le travailler à la hausse. On verra mercredi au niveau de la séance quelles sont les opportunités que je vais avoir. Mais fondamentalement et sur le long terme, le Dow Jones reste haussier. Voilà. Il reste vraiment haussier. Donc, je vais enlever ça. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez le graphe en intraday, on est vraiment, vraiment, vraiment haussier et il n'y a rien à faire sur le Dow Jones. Sauf si vous voulez travailler en scalping, ça c'est très bon. Travailler en scalping à l'achat, c'est bon, mais faire du day trading sur le dos, ça serait vraiment, faites attention parce que on est vraiment sur des plus hauts et on ne voit pas en fait où est-ce que serait en fait le seuil qui pourrait nous donner en fait une idée d'un support d'une résistance pour pouvoir shorter le marché. Peut-être à 25 600, on ne sait pas, ou 26 000 techniquement, mais toujours est-il qu'on est vraiment orienté à la hausse. Voilà. Donc, ainsi s'achève cette émission. Je vais faire donc, voici donc le tableau récapitulatif donc cette émission. Donc, le récapitulatif de cette semaine qu'on vient de voir. Au niveau du Forex, donc le GBP et JPY, on est fondamentalement haussier, comme on a bien pu voir. Techniquement, à court terme, à l'intraday, c'est baissier. Sur le technique, au niveau du long terme, on peut travailler en swing haussier. USD CAD, je suis fondamentalement baissier.
techniquement, à court terme, je peux travailler aussi à la hausse en intraday. Et en long terme, c'est baissier. Au niveau de l'euro AUD, on a vu que fondamentalement, c'était neutre puisqu'on a deux paires majeures qui sont très fortes. Donc, l'euro est fort, le AUD est très fort. Techniquement, on peut initier, par exemple, des shorts. Ça se fait bien. Techniquement, à long terme, si vous voulez travailler en swing, on peut travailler à la hausse. Comme on a vu la tendance de fond qui était dans le triangle ascendant tout à l'heure qu'on vient de voir. Lorsqu'on sort du rectangle bleu, si vous pouvez payer par exemple le plus bas au niveau du support oblique vert, ça serait donc une issue pour pouvoir travailler sur le long terme de l'euro AUD. Mais pour l'instant, il est typiquement neutre. Il n'y a rien à faire. Le Dow Jones, au niveau des indices, il est fondamentalement haussier à court terme et à long terme, techniquement parlant aussi. Idem pour le Nasdaq. Au niveau des matières premières, l'or est fondamentalement neutre puisqu'il n'y a pas de nouvelles géopolitiques. Donc, on dit en absence de nouvelles, bonnes nouvelles. Techniquement, à court terme, il est haussier. À long terme, il est haussier. On a vu que l'or est haussier à long terme. Le pétrole également, fondamentalement, il est soutenu à la hausse par les facteurs géopolitiques que j'ai décrits en début de l'émission. Techniquement, c'est neutre parce qu'on a vu à court terme qu'il est dans un triangle symétrique. Au niveau du long terme, il est fondamentalement haussier. Voilà. Parce que là aussi, en absence de mauvaises nouvelles aussi, bonnes nouvelles. Au niveau du cuivre, fondamentalement, il est haussier, comme on a vu, puisque statistiquement, en hiver, lorsqu'on a des périodes de grand froid, le gaz naturel a tendance à être soutenu à la hausse. Mais au niveau technique, à très court terme, on peut initier des achats. Mais lorsque vous travaillez des CFD sur le cuivre, ne travaillez jamais en très court terme parce qu'en général, les marges sont trop demandantes et puis aussi, le spread est très, très difficile à gérer. Donc, c'est plus sur le long terme pour faire du swing. À moins que vous avez accès à une plateforme de futurs, là, des marchés futurs, là, vous pouvez travailler bien sûr en intraday avec le cuivre, ce que j'ai déjà fait dans le passé. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau du court terme, on est haussier et au niveau du long terme, on est baissier. Voilà. Au niveau de l'euro, le gaz naturel également, fondamentalement haussier, comme j'ai dit, techniquement à court terme baissier, long terme baissier. L'eurobond, donc pour terminer donc, cette émission, cette présentation, l'eurobond, il est fondamentalement neutre, comme on l'a vu tout à l'heure. Techniquement, à court terme, il est baissier. Voilà. Et à long terme, il est haussier. Au niveau du T-Note, c'est pareil. Ils ont à peu près les mêmes configurations, sauf que au niveau du T-Note, il est fondamentalement haussier, puisqu'on a vu que la Fed continue justement son programme d'actifs et souhaite toujours imprimer de la monnaie et n'est pas trop enclin à augmenter les taux, en tout cas pas plus de 3 fois, voire même moins de 3 fois. Et ensuite, techniquement, à court terme, donc ça laisse des positions acheteuses. Lorsqu'on a vu le triangle, le canal haussier de fond, on a vu également qu'on a à très court terme, dans un momentum, on peut avoir on a un biseau descendant dont la sortie est généralement haussière. Donc, ça veut dire que si le marché corrige, vous pouvez avoir des clusters, le cluster donc du canal ascendant qu'on a vu. Donc, le marché corrige vers ce niveau, vous pouvez tenter des achats à long terme, bien sûr, pour payer le T-Note. Mais techniquement, sur le long terme, on est baissier. Voilà. Donc voilà, ainsi s'achève cette présentation. J'ai été très ravi de travailler donc les marchés avec vous, de les présenter. Donc ce sont les actifs que moi je vais surveiller au cours des semaines et au cours des prochains, voire même des prochains mois. Au niveau du Forex, bien sûr, chaque semaine, je travaille une nouvelle paire différente. Ah, ça dépend si la paire que je regarde m'offre en fait on va dire, une opportunité. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, en fait, je travaillerai avec les mêmes. Je travaille souvent avec l'USD4 parce que c'est ma paire favorite. Il faut que vous choisissez une paire sur laquelle vous travaillez. Certains travaillent le plus l'euro-dollar, d'autres travaillent le plus USD-yen. Moi, c'est l'USD4. Mais de temps en temps, je regarde aussi, en fait, parmi les différentiels de valeur du Forex, je regarde celles qui affichent aussi une bonne performance versus celles qui affichent une mauvaise performance. Et après, je peux travailler sur ces paires-là, si elles offrent des opportunités, bien sûr. Toujours dans le sens de la tendance. Donc, merci infiniment d'avoir suivi cette émission. Likez-la, s'il vous plaît. Partagez-la dans les groupes. Écrivez-moi vos commentaires, vos questions si vous en avez, vos préoccupations.
Ça me ferait un réel plaisir de répondre à vos questions. Et puis, je vous dis à mercredi pour donc la séance de live scalping. Merci encore et bonne journée. Au revoir.